Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Johan de la chaîne FCF. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un disclaimer par rapport au contenu de la vidéo, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et pour pas qu'on puisse par la suite venir nous faire des reproches. Donc tout d'abord, nous ne remplaçons en rien les secours officiels. Nous, si on se déclenche sur une intervention, si on décide de se déclencher sur une intervention, c'est à titre individuel, c'est-à-dire qu'on n'oblige personne à le faire. Si des membres ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. S'ils veulent le faire, ils le font. L'écoute des fréquences de détresse n'est pas interdite et doit même être motivée dans la sphère des écouteurs radio. Puisque là, aujourd'hui, on va parler bien sûr d'une recherche de balises de détresse. 121.5 en AM, donc c'est une fréquence mondiale de sécurité et de détresse, aussi appelée fréquence GUARD, G-U-A-R-D, qui se situe sur la bande VHF aéronautique civile. Voilà, donc c'est vraiment une fréquence que les gens vont veiller n'importe où dans le monde et sur laquelle on va pouvoir lancer un appel de détresse ou déclencher une balise de détresse. Donc pour les appels, bien sûr, vu que c'est une fréquence destinée à la portion aéronautique, vous n'avez aucun autre moyen d'appeler à l'aide. Là, à la rigueur, vous pouvez le faire. Pareil pour la balise de détresse. Sinon, en aucun cas, vous avez le droit de transmettre sur cette fréquence. Voilà, à part bien sûr si vous êtes un pilote de ligne et que vous êtes en train de travailler. Mais voilà, pour le simple citoyen, c'est interdit, sauf dans un cas extrême. Voilà, par contre, l'écoute, elle, est totalement libre. Il y a même maintenant des applications qui permettent d'écouter légalement. Par exemple, les tours de contrôle partout dans le monde, c'est-à-dire que là, je peux me brancher sur la tour de contrôle de Paris et d'écouter le trafic aérien. Donc voilà, vraiment, l'écoute, elle, est totalement libre à ce niveau-là. Et doit être même motivée pour tous ceux qui veulent se rendre utiles et qui sont équipés en écoute radio. Pour l'intervention, nous nous appuyons sur le texte suivant, Règlement des radiocommunications, RR, de l'Union internationale des télécommunications. Donc je pense que c'est la référence RR4-2, chapitre 2-fréquence. 4.9, je cite. Aucune disposition du présent règlement ne peut faire obstacle à l'emploi par une station en détresse ou par une station lui portant secours de tous les moyens de radiocommunication dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler l'état et la position de la station en détresse et obtenir du secours ou prêter assistance. Donc dernier point, il y a des gens qui vont nous dire que ce qu'on fait ça sert à rien parce qu'il y a déjà des services qui le font, c'est-à-dire la marine nationale, les aéroports, les avions, puisque c'est une fréquence énormément utilisée en aéronautique. Oui, sauf que ça va prendre du temps, c'est-à-dire que un avion qui va recevoir le signal de détresse sur la fréquence GUARD va d'abord devoir rentrer en contact avec l'aéroport qui contrôle la zone. L'aéroport va éventuellement faire des relevés par rapport à leur récepteur, voir s'ils captent quelque chose. À partir de là, ils vont décider ou non de faire remonter l'information au contrôle, au centre de contrôle aérien de la région, qui va déclencher éventuellement l'armée, qui va déclencher un hélicoptère, qui va chercher sur la zone, sur une zone, un rayon de plus ou moins grand, la balise de détresse. Donc ça peut prendre jusqu'à 1 ou 2 heures. L'intérêt de nous être déclenché là-dessus, c'est qu'on est directement sur les lieux et qu'il nous a juste fallu appeler le sémaphore de 7, les secours en mer, donc soit par la VHF marine, soit par le numéro de téléphone 196. Donc c'est beaucoup plus rapide et ils peuvent directement faire des premiers relevés et déclencher beaucoup plus rapidement les secours plutôt que de passer par plein d'intermédiaires différents qui vont à chaque fois faire perdre du temps sur ce type d'intervention. Imaginons que le bateau est en train de couler et qu'il y a des gens à la mer qui risquent de mourir, peut-être que une demi-heure d'attente entre la première signalisation d'un avion à l'aéroport le plus proche et l'arrivée sur secteur d'un hélicoptère ou d'une vedette de la SNSM, peut-être que pendant cette demi-heure-là, les personnes qui étaient à l'eau sont morts. Voilà, tout simplement, ils se sont noyés.
Donc voilà pourquoi est-ce que ce genre d'initiative citoyenne est super importante. Ça permet d'avoir des gens, des écouteurs radio vraiment au niveau local, donc c'est-à-dire qu'on peut plus facilement identifier précisément la source du signal, plutôt que d'attendre 3/4 d'heure, 1 heure, qu'un premier groupe de recherche arrive sur secteur et localise à peu près la région ou le secteur, la zone dans laquelle il faut rechercher la balise. Donc on est le 26 janvier 2019, quand tout à coup, dans le milieu de l'après-midi, avec un autre collègue, on reçoit sur notre radio, sur nos radios, sur nos récepteurs, un bruit qui semble être le bruit d'une balise de détresse. Donc on ne sait pas encore si c'est aéronautique ou maritime. Et donc dans un premier temps, moi ce que je fais, je le signale à mes collègues sur le réseau de veille. Donc ne vous étonnez pas, dans la vidéo de 3402, vous allez voir son portatif. Et en fait, on communique sur le 7.7, sur le PMR 7.7. Parce qu'à l'époque, le réseau SIDEV n'existait pas encore et le 7.7 non plus. Donc en fait, on se mettait sur le 7.7 pour un petit peu voilà, faire des coms d'urgence. Puisqu'on n'avait pas encore mis en place le canal 1.12 qui est le canal européen pour les communications d'urgence, à ne pas confondre avec les communications de détresse. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous voyez 7.7 sur l'écran, c'est tout à fait normal. Et donc à partir de là, on décide de se déclencher pour rechercher la balise, faire des relevés goniométriques, le temps que les secours officiels se déclenchent dessus et viennent chercher les hommes à la mer. Et donc vous allez voir qu'il va y avoir un petit retournement de situation, parce que nous on pensait que cette balise-là avait déjà été entendue, sauf que en fait ça n'était pas le cas. Donc à partir de là, voilà, on déclenche sur le réseau de veille citoyenne une alerte, comme quoi on a reçu une balise de détresse sur le 121.5. Donc il y a un collègue qui prend le PC veilleur, il y en a d'autres qui sont derrière, voilà, si jamais il y a besoin d'aider un petit peu. Et donc le rôle du PC veilleur, du PC radio, ça va être de prendre une carte, de relever des positions, donc nos futures positions sur lesquelles on va faire nos relevés, et voilà, de relever toute autre information, de nous dire si le signal est toujours audible ou pas, parce que lui il peut l'écouter à distance à ce moment-là, et donc via la radio, via internet également, on arrive à communiquer comme ça, et donc avec mon collègue 3402, on décide de se déclencher et d'aller faire des relevés goniométriques. Donc moi je me positionne en bas, je sais pas si vous voyez, près du port du Cap d'Agde, puisque j'étais pas loin à ce moment-là, j'étais chez de la famille. Donc je décide de prendre mon vélo avec une antenne, un récepteur et mon talkie-walkie. Et donc l'antenne Yagi que vous avez vue dans la vidéo de mon matériel de SAR. Et donc je me positionne sur un petit point que je connais bien, à partir duquel je peux vraiment avoir une vue dégagée à 360 degrés. Mon collègue, lui, décide de partir sur un point un peu plus haut. Donc malheureusement, on pouvait pas non plus s'éparpiller sur une trop grande surface. Ça aurait été bien, mais là, pour le coup, on ne pouvait pas. Et donc, lui se positionne sur le Saint-Martin. Saint-Martin, que vous allez voir sur la carte, qui est... Donc je l'ai marqué, j'ai fait 2 points orange, parce qu'il a fait 2 relevés différents sur 2 positions différentes. Et donc là, ça va être la première position qui est au milieu, entre le point rouge et ma position. Donc au-dessus du port du Cap d'Agde. Et donc, voilà, il commence également à faire des relevés, donc je vous mettrai ces vidéos. Et à partir de là, je décide de tout simplement contacter... on remarque que ça vient de la Terre, donc on comprend pas trop. On se dit c'est soit un crash d'avion, soit un bateau sur l'étang de Thau, puisque l'étang de Thau était vraiment dans notre direction, et il y a quand même pas mal de trafic maritime à ce niveau-là, bien que ça soit quand même pas un énorme bassin.
Et donc voilà, on comprend pas trop, on fait plein de relevés différents parce qu'on pense qu'il y a une erreur quelque part. Donc voilà, pendant au moins 5 minutes, on continue à faire des relevés. C'est pour ça d'ailleurs que 3402 va partir sur le deuxième sommet. Donc c'est le Saint-Loup. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il se met là? L'objectif, ça va être de tourner autour. C'est-à-dire de se mettre un peu, pas au niveau, pas à l'endroit où il va dominer à 360 degrés, mais uniquement de se mettre par exemple à la face. Donc là je crois qu'il s'était mis sur la face nord-est, et après le but en fait c'est de tourner tout autour de ce petit point haut pour avoir un dégagement que dans une direction, ce qui nous permettait comme ça assez simplement d'être sûr de ne pas avoir d'erreur au niveau du relevé. C'est-à-dire que là si on a une vue que plein sud ou que plein nord, on est sûr que vu qu'il y a de la terre derrière nous, il y a de la roche, il y a du béton, et on est sûr que le signal ne peut pas venir de derrière. Voilà, donc ça c'est des techniques toutes simples qu'on a appris petit à petit en faisant ce genre d'exercice. Et donc voilà, moi je suis sûr de ma direction, parce que j'ai l'antenne Yagi. Mon collègue lui n'a pas d'antenne Yagi, il a juste une verticale, donc vous allez la voir également dans la vidéo, donc une télescopique. Et c'est pour ça qu'en fait, il tourne autour des différents sommets. Donc il l'a fait, je crois, sur le premier sommet, il est monté sur le deuxième sommet, donc le Mont Saint-Loup. Et donc là, pareil, il a refait un petit peu pareil, il a tourné autour pour être sûr à 100% de ses relevés, puisque le but, c'est de ne pas donner de fausses informations, des informations erronées pour, au lieu d'aider, mettre en péril, en fait. Et donc, à partir de là, on décide ensemble de contacter les secours en mer, puisqu'on remarque que ça vient bien de l'étang de Thau, c'est pas un avion qui s'est écrasé, c'est un bateau. Et donc, au lieu d'appeler le 191, qui est le numéro d'urgence aéronautique, pour tout ce qui est recherche sauvetage, en fait, on décide d'appeler directement, non pas par téléphone, mais directement via la radio. C'est pour ça qu'il faut avoir des radios bi-bande. On décide d'appeler tout simplement le sémaphore de 7, qui pour nous est le plus compétent là dans cette circonstance pour nous confirmer qu'il y a bien une balise de détresse qui a été déclenchée et également de nous faire de nous dire si lui il a des directions, nous dire s'il a des relevés ou pas au niveau de la balise. Donc là je vais vous mettre des photos du sémaphore de 7. D'ailleurs je salue, si jamais un jour ils m'entendent, je suis allé faire un stage chez vous. Je salue le chef de poste du sémaphore de 7. Merci de m'avoir accueilli chez vous, c'était une super expérience. Et donc, on peut voir en haut là des photos sur le mât qu'ils ont également ils ont une antenne Gonio. Donc c'est une antenne avec, c'est une antenne constituée de 4 antennes différentes qui vont viser dans 4 directions différentes. Et donc grâce à ça, ça leur permet de connaître la direction d'un signal par rapport à leur position. Et donc on les contacte. Enfin, je rentre en contact avec eux. Et en fait, je me rends compte que eux, ils sont pas du tout au courant qu'il y a une balise qui a été déclenchée. Et je comprends après pourquoi. Parce que si on regarde bien la carte, donc je vais trouver celle qui est avec les flèches. Donc, je vous ai mis des petites flèches en rouge. Et donc ça, en fait, ça donne la direction dans laquelle en fait le sémaphore peut voir et entendre au niveau de la Gonio. Donc voir visuellement, parce que forcément s'il y a de la terre, s'il y a un point haut derrière, il est bloqué. Et donc je me rends compte que le sémaphore de 7 n'entend pas la balise parce que la balise se situe derrière le sommet. Et donc forcément, vu qu'il y a de la terre, vu qu'il y a un point haut derrière, vu qu'il y a un point haut et que la balise transmet avec des puissances quand même relativement faibles, et lui en fait il a rien du tout sur ses appareils. Ouais, j'ai gagné aller 20 ou 30 degrés vers le nord. Ouais, ok, très bien. Écoutez, moi je veille sur
mes appareils de navigation et de détresse. Niveau maritime, on est plutôt clair. On continue de veiller, mais on verra ce qu'on peut faire. Ok, tout reçu. Ouais, je pense que ça vient de la Terre, là. C'est bizarre. Ce qu'on a fait, on a noté chacun nos relevés, et donc on va lui donner nos relevés en donnant voilà une direction, une force de signal, et après voilà, nous on a terminé notre job. Donc voilà, on n'est pas des, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas des secours. On est juste là en attendant que les secours officiels soient déclenchés pour apporter des premières informations. Et le truc, c'est qu'en fait, une petite information plus une petite information plus une petite information, si on avait été encore plus de veilleurs dans cette zone, puisque le pire c'est que il y avait des veilleurs, il y a des veilleurs FCF sur 7, il y en avait sur Metz, il y en avait un petit peu dans tout le secteur, et malheureusement on a pu faire des relevés que via trois positions différentes, et elles étaient relativement proches les unes des autres. Donc voilà, le sémaphore de 7 lui ne pouvait pas faire de relevé gonio parce qu'il y avait le sommet qui le bloquait, et nous en fait on était vraiment limité par rapport à notre déplacement et au relevé qu'on avait. Mais bon, ça lui a permis ça leur a permis de savoir qu'il y avait un navire en détresse, et donc à partir de là ils ont déclenché la SNSM. Je pense qu'entre temps il y a des avions qui ont dû signaler la balise sur la fréquence de contrôle du secteur, puisque alors je sais plus exactement mais je crois que on a compté une bonne demi-heure. Après ça on a vu un hélico de la marine nationale passer, longer le long des côtes. Et je pense qu'en fait, eux, ils étaient vraiment équipés pour de la recherche et sauvetage. Et voilà. En fait, voilà à quel moment nous, on peut vraiment jouer un rôle essentiel. C'est dans ces cas-là. C'est-à-dire que nous, en 10 minutes, on a pu se déployer, on a pu faire des relevés, on a pu apporter des premières informations, on a pu signaler la détresse. Et ça a pu... ça a pu faire gagner du temps, gagner de l'info, parce que l'info c'est crucial, hein. Le temps et l'info c'est ce qui prime vraiment sur le secours. Et voilà, nous après on est juste resté en stand-by, on a écouté voir ce qui se passait. Donc malheureusement j'ai plus les enregistrements parce que ça date d'il y a quelques années, mais bon voilà, croyez-moi sur parole. Donc voilà, après il y a eu la SNSM de Frontignan ou de Metz, je sais plus laquelle, qui a été déclenché sur le bassin de Thau, et en fait ils se sont rendus compte que c'était un bateau qui avait qui avait pas fait exprès, et en fait ils ont fait tomber la balise à l'eau, ou je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais bon voilà, tout ça pour dire qu'en fait il y avait aucun navire de coulée, c'était juste une fausse alerte, mais ça nous a permis à nous de nous entraîner et de nous rendre utiles. Donc même si c'était un entraînement, enfin même si au final ça a été un entraînement, le jour J où un bateau sera en train de couler, nous on sait qu'on sera opérationnel dans notre secteur pour faire des relevés gonio et apporter des premières informations aux autorités compétentes. Donc voilà, vraiment nous on fait ça juste à titre de, on va dire de bénévolat, hein. Je sais pas exactement comment on peut appeler ça, c'est-à dire que voilà, si nous on peut aider, on peut apporter quelques infos, on le fait, mais après on n'est pas là pour pour gêner les manœuvres ou autres. Donc c'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a apporté les infos par la radio, par le téléphone, au 196 ou au 191 pour l'aéronautique, une fois qu'on a fait ça, on a fait notre job, on écoute, on attend et on reste patient. Et voilà, nous on fait vraiment pas ça pour avoir des remerciements ou autre, hein. Vraiment, si vous êtes dans cette optique-là, ne venez pas chez nous. Nous on n'est pas là pour vous dire ah là là merci, c'est super. Non, juste nous on est là pour se rendre utile et apporter de l'info. Et c'est ce qui prime en fait. Vraiment c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui prime sur ce type de situation.
Voilà. À mon avis, si chaque citoyen se rendrait compte du poids qu'il a sur ce genre de situation, parce qu'on régulièrement on nous rabâche que de toute façon il y a déjà des secours qui sont là pour ça. Et ben pour moi c'est totalement faux. C'est totalement faux. On a tous un rôle à jouer là-dedans, et je pense que chaque écouteur radio, chaque passionné de radio peut avoir un rôle là-dedans. Donc au niveau des infrastructures, c'est pareil, on va nous dire qu'il y a des stations d'écoute un peu partout. Effectivement, il y en a partout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de situation, des balises comme ça qui transmettent entre 50 et 100 milliwatts, ça s'entend sur pas non plus une grande distance. Donc là, la seule station officielle qui pouvait recevoir sur le 121.5, c'était le sémaphore de 7. Et malheureusement, il ne pouvait pas le voir sur ses appareils puisqu'il était bloqué au niveau de la montagne, enfin du point haut. Et toutes les autres stations d'écoute à proximité, les plus proches en fait de cette zone, c'était l'aéroport de Béziers, que je vous mettrai sur la carte, donc c'est le point numéro 9, et l'aéroport de Montpellier. À part ça, et à part les avions, bah en fait, il n'y avait aucune autre station d'écoute. Donc voilà, voilà à quel point ce type d'action peut être pertinent et peut être utile sur ce type de situation, ou même sur d'autres situations. Donc comprenez bien par là qu'on a tous un rôle à jouer, que vous avez votre rôle à jouer, et c'est aussi à vous, comme ça, de mettre en place des initiatives citoyennes, de vous rendre utile, mais toujours dans un esprit, comment dire, il faut pas voir trop gros. Voilà, nous on a juste apporté de l'info et c'est tout. On n'est pas là pour perturber la SNSM, on n'est pas là pour discuter, parler, dire des conneries. Juste, si on doit parler à la radio, parce que là c'était vraiment exceptionnel de transmettre sur de la VHF marine, c'était vraiment dans le cadre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le règlement des radiocommunications RR avec l'article que je vous ai donné. Donc c'est vraiment dans cette situation-là qu'on s'est permis d'appeler les secours sur la VHF. Sinon, le reste du temps, ne parlez pas, ne perturbez pas les secours engagés. Eux, ce sont vraiment des gens formés pour ça, pas forcément pour la recherche radio, mais pour le secourisme, pour la recherche et sauvetage. Donc voilà, ne voyez pas trop gros. Si vous devez prendre le micro, prenez-le rapidement et de manière pertinente avec le maximum d'infos. Et sinon, le reste du temps, restez le plus discret possible. On n'est pas là pour les gêner. Voilà. Donc j'espère que ce petit format vous a plu. Je pense que je ferai des incrustations comme ça d'images sur lesquelles je me suis basé pour vous imager un peu tout ça. Savoir que là, je me suis basé sur l'application Attack. Qui nous permet de travailler de manière quand même assez efficace. Comme ça, vous voyez qu'on peut facilement pointer des zones, tirer des directions pour de la gonio, etc. Donc c'est vraiment super simple et super efficace. Voilà, donc je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça nous permet d'être mieux référencés sur la plateforme. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à vous rendre utile, hein, vraiment c'est à vous de vous investir, de monter des projets. Nous on est juste là pour vous aider, pour répondre au maximum de questions, voilà, pour vous apporter comment dire un soutien technique citoyen. Allez, bonne journée à tous et à plus tard.